Aujourd'hui, je vais vous faire un peu un survol de ce qu'on fait et quels sont les récents progrès dans notre compréhension sur l'encéphalomyélite myalgique. Oups. Bon, ça part pas bien. C'est pas ça que je voulais faire. Oups. C'est un clavier. On va sortir. Yep. Bon. Boum. On va y arriver. Non, non, ça va aller. Ça va. Merci beaucoup, Kevin. Donc, en premier lieu, j'aimerais vous mentionner que mon programme de recherche sur l'encéphalomyélite myalgique est financé par la Fondation Sibylla SC, que nous avons, je dis nous parce que même si j'étais le porteur du dossier, bénéficié d'une subvention de recherche des Instituts de recherche santé du Canada pour organiser la conférence de Montréal, qui a été la première conférence collaborative qui nous a permis justement de tisser des liens avec d'autres organisations et d'autres chercheurs de par le monde. Donc, ça a été très important pour nous. Évidemment, ce qui est important pour moi, comme pour les patients, c'est le soutien de différentes organisations de patients, dont l'AQEM. Donc, pas d'AQEM, très difficile pour moi de recruter des participants dans nos études. Donc, un merci sincère à l'AQEM et d'autres organisations. Évidemment, c'est une recherche qui est scrutée à la loupe et qui est approuvée par le comité d'éthique à la recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, comme il se doit. Donc, j'aimerais vous présenter un peu en introduction quelques définitions. Il y a peut-être des mots compliqués que je vais utiliser et gênez-vous pas pour lever la main, je vais essayer de le simplifier. On a malheureusement un jargon scientifique. L'idée aujourd'hui, c'est de me rendre disponible et de vous faire comprendre les avancées que nous avons récemment réalisées. Je vais vous parler aussi des différents défis actuels. Donc, il y a des défis dans la compréhension de la maladie, il y a des défis dans les approches technologiques qu'on veut faire. Une brève description de la cohorte québécoise. Donc, on a bâti à partir de rien, finalement, une première cohorte qu'on est en train de caractériser et je vais partager avec vous des résultats tant au niveau biochimique, épigénétique et génomique et vous faire part des prochaines étapes. Donc, évidemment, il y a certains éléments de ma présentation qui vont se recouper avec d'autres présentations que vous avez peut-être pu voir sur YouTube. C'est pratique parce que je voyage un peu beaucoup pour vous représenter également, être capable d'établir des collaborations avec d'autres collègues. Donc, cette année, j'ai eu cette opportunité-là et j'ose espérer que ça va continuer. Donc, évidemment, l'encéphalomyalgique est une maladie complexe multisystémique, vous le savez déjà, et qui est chronique et on connaît encore mal les causes, donc l'étiologie. C'est clair qu'on s'entend qu'il y a des perturbations au niveau du métabolisme énergétique, du système immunitaire, et aussi des anomalies au niveau de la réponse physiologique à l'effort, donc le fameux malaise après effort, qui est un des symptômes cardinaux de la maladie. Donc, évidemment, ces différents symptômes-là ne se manifestent pas tous chez les patients, rarement au même moment lorsqu'ils se manifestent. Donc, on veut essayer de comprendre pourquoi certains patients, par exemple, en plus d'avoir la fatigue persistante, le malaise après effort, ont par exemple des maux de gorge chroniques persistants. Pour d'autres patients, ça va être le fameux mental fog. Pour d'autres patients, ça va être la tachycardie posturelle, orthostatique. Donc, encore une fois, si on peut comprendre les causes, les mécanismes des symptômes cardinaux, bien, si on les enlève chez certains individus, ces gens-là vont être beaucoup plus fonctionnels. Et je pense que c'est ça qui est la prochaine étape qui va arriver. On va commencer à pouvoir trouver des solutions en ciblant les symptômes cardinaux. Et ça, c'est là que vous contribuez à faire avancer la recherche en partageant avec les chercheurs, les cliniciens, quels sont vos symptômes cardinaux pour qu'on puisse trouver des solutions qui vont être pragmatiques, qui vont être réelles, au lieu de commencer à tout vouloir décoder la maladie. Parce que si on prend la maladie, vous allez voir, je vais utiliser beaucoup l'exemple des éléphants dans ma présentation. Et un jour, un ami m'a dit, « Alain, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. » Mais « the elephant in the room », qui est l'encéphalomyélite myalgique, c'est la même chose.
Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est plusieurs à s'attaquer à l'éléphant. Donc, il n'y a pas juste le docteur Moreau qui mange l'éléphant de bouchée à la fois. On est tous ensemble à vouloir faire disparaître cet éléphant-là. Quelques chiffres, donc d'un point de vue épidémiologique, OK, on sait que ce n'est pas une maladie rare. Même si les gens n'en ont pas parlé, c'est quand même, les chiffres sont assez importants. Donc, l'incidence aux États-Unis, on dit entre 836 000 et 2,5 millions, ou à peu près un peu plus qu'1% de la population, c'est beaucoup. Les dernières données au Canada, selon Statistique Canada, donc 582 000, il semble qu'il y a une recrudescence. Est-ce que c'est parce qu'on devient de plus en plus familier avec le terme encéphalomyélite myalgique que lorsque les gens sont recensés, vont utiliser les bons termes, vont bien rapporter ça? Ou effectivement, c'est parce qu'il y a une recrudescence. Au Québec, on estime à peu près à 70 000 cas. Dans tous ces cas-là, on sait que c'est probablement la pointe de l'iceberg. Évidemment, on ne peut pas tester la population de façon spécifique puisqu'on n'a pas encore de biomarqueurs objectifs, mais on s'attend à ce que ces chiffres-là ne sont pas des surestimations, mais probablement des sous-estimations de la prévalence de la maladie. Évidemment, les femmes en sont atteintes davantage, donc représentent autour de 60% des cas entre 30 et 50 ans, mais vous savez que c'est aussi une maladie qui se manifeste chez les enfants et les adolescents. Le problème chez les enfants et les adolescents, c'est qu'ils ne sont pas aussi articulés que les adultes et que souvent dans le système, lorsqu'on va commencer à penser qu'un enfant ou un adolescent souffre d'encéphalomyélite myalgique, il va devenir à l'âge adulte, donc il va avoir progressé, même progressé peut-être un terme un peu fort, il va être persisté dans le système pendant 4-5 ans, après ça à 18 ans, il tombe dans le monde adulte, puis on recommence. Donc c'est une occasion qu'on vient de perdre, de pouvoir avoir un accès privilégié sur les premiers débuts de la maladie chez un individu pour pouvoir le guérir éventuellement. Évidemment, ça a des impacts économiques extraordinaires, donc des effets sur la productivité et en frais médicaux importants. Donc, une maladie qui n'est pas rare, qui touche des millions d'individus et qui a un impact important chez les individus comme chez la société. Donc, ça, c'est très important à établir et à faire comprendre les différents gouvernements. Je vous ai fait allusion de l'éléphant dans la pièce. Donc, évidemment, j'aime beaucoup utiliser cette anecdote qui n'est pas une anecdote ou une image gentille pour la recherche. Habituellement, quand on présente cette image-là, c'est une image où on dit, vous ne savez pas qu'est-ce que vous recherchez, vous tâtez à l'aveugle l'éléphant ici. Moi, je la présente dans un autre sens. Je la présente qu'aujourd'hui, l'éléphant, on le couvre en entier. Souvent, je dis même, à l'intérieur de l'éléphant, on a des amis qui s'occupent du métabolisme, comme le docteur Navio, qui est déjà à l'intérieur en train de regarder les mitochondries de ce gros éléphant-là. Donc, on couvre l'éléphant. Et évidemment, pourquoi certaines personnes s'intéressent à la trompe plus qu'à la queue ou aux oreilles? Ça fait partie de notre formation, ça fait partie de notre spécialité. Donc, évidemment, oui, il y a des gens qui tripent sur les trompes d'éléphant. Ils vont utiliser des trompes d'éléphant toute leur vie. Donc, des fois, ça va biaiser nos choix technologiques. Donc, il va nous empêcher d'aller regarder ailleurs ou d'aller voir d'autres approches. Évidemment, les spécialistes de trompes d'éléphant ne parlent pas aux spécialistes des queues d'éléphant. Hein, ce n'est pas le même bout de la patente. Donc, c'est plus compliqué des fois de partager, de développer un langage commun. J'ai dit compliqué, mais je n'ai pas dit impossible. Évidemment, les financements pour différentes technologies coûteuses vont amener plusieurs groupes de recherche à étudier 2-3 éléphants à la fois, donc des petites cohortes, alors qu'il faudrait étudier des milliers d'éléphants pour comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui les distingue. Et évidemment, parce qu'on travaille sur des petites cohortes et parce que le gars qui s'intéresse à la queue ne va pas aller voir la personne qui s'intéresse à la trompe et dire « je vais commencer à m'intéresser à la trompe, donnez-moi de l'argent parce que je n'ai pas assez d'argent pour étudier la queue. » Donc, encore une fois, on revient à le fait qu'on ne peut pas se challenger pour reproduire les résultats des autres ou essayer de les intégrer, faute de capacité financière. Je vous ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on couvre l'éléphant. Aujourd'hui, de par le monde, et ce n'est pas seulement vrai qu'au Canada ou au Québec, il y a un grand esprit collaboratif pour cette maladie-là qui représente probablement la dernière énigme médicale du 21e siècle. Hein, c'est comme notre objectif Lune ou objectif Mars. Donc, sur Terre, notre objectif, c'est l'encéphalomyélite myalgique. On va réussir à
décoder cette énigme-là si on travaille ensemble, et je peux vous assurer que cet esprit-là, il est extrêmement fort. Même si la recherche est quand même un monde compétitif, on réalise bien qu'on va réussir seulement si on est capable de mettre nos expertises ensemble et nos ressources. Les grandes agences réglementaires et subventionnaires comme le NIH, les RSC au Canada et d'autres en Australie, par contre, par exemple, se lancent des nouvelles initiatives de financement pour l'encéphalomyélite myalgique. Et c'est une des façons d'y arriver. Mais encore aujourd'hui, je vous dirais, les grandes sources de financement pour la recherche sur l'encéphalomyélite myalgique, c'est la philanthropie. Les donateurs, vous êtes probablement, on est tous à un moment donné dans notre vie donateurs. On donne de notre temps, on donne de l'argent. Donc, c'est grâce à ces dons-là qu'on peut arriver parce que, évidemment, on compétitionne contre d'autres maladies qui sont des fois souvent, j'appelle ça la saveur du mois. OK? Alors que l'encéphalomyélite myalgique représente des maladies beaucoup plus fréquentes que le Parkinson, que la sclérose en plaques, que même les cancers du sein réunis ensemble. Donc, il faut faire la différence. Donc, je vous ai parlé d'un éléphant qu'on couvrait, mais on a affaire à plusieurs éléphants. Donc, l'encéphalomyélite myalgique, ce n'est pas une seule entité médicale, c'est plusieurs. Donc, on parle souvent d'un spectre. Donc, il faut aller se comprendre comment on va étudier le spectre. Donc, si j'ai affaire à 5 sous-groupes de patients et j'étudie 5 personnes, peut-être je peux être chanceux d'avoir une personne par sous-groupe ou ça se peut que tous mes 5 patients soient dans le même sous-groupe. Donc, je me manque des opportunités en travaillant avec des petites cohortes. Donc, encore une fois, c'est une question de financement, c'est une question aussi de conceptualiser qu'est-ce que je recherche. Donc, comment cibler ces différentes possibilités-là? Donc, l'encéphalomyélite a une hétérogénéité clinique que je représente ici par différentes pommes, dont une pomme déguisée en orange. Ce n'est pas parce que vous déguisez vos symptômes, mais parfois, certains de vos symptômes peuvent varier au cours du temps. Hein, vous êtes super malade, vous attendez 6 mois pour un rendez-vous chez le médecin, la journée, vous allez voir le médecin, vous êtes en pleine forme. C'est encore un peu difficile à faire comprendre aux médecins de dire qu'est-ce que vous avez vraiment. À l'inverse, si vous êtes vraiment très malade et vous rentrez par le système hospitalier en ambulance, c'est autre chose qui se passe. Donc, c'est difficile de comprendre cette hétérogénéité-là et aussi en fonction des définitions qu'on va utiliser. Est-ce que ce sont des vieilles définitions comme Fukuda ou présent ou éventuellement futur? Futur, ça va être des définitions pas juste sur un ensemble de symptômes cliniques, mais ça va être avec des biomarqueurs bien précis. Donc, on va avoir des tests objectifs. Je vous ai parlé de la problématique des petites cohortes et qui vont être complexifiées si on a des gens qui viennent de différentes ethnicités. Donc, si dans ma cohorte, j'ai 10 personnes, prenez par exemple les études aux États-Unis, qui d'un point de vue populationnel, c'est un peu un melting pot. Donc, vous avez des Afro-Américains, vous avez des Latinos, vous avez des Irlandais, vous avez toutes sortes de personnes. Bien évidemment, ça a un impact sur les cohortes. Donc, vous avez 10 personnes pardon, qui viennent de 5 ethnies différentes. Ça se peut que d'un point de vue génétique, ça va être compliqué de les comparer. Ce ne sera pas seulement sur la base des symptômes. Donc, on perd des opportunités. Le fait aussi qu'on a plusieurs approches omiques. Donc, les omiques, c'est vraiment toutes les techniques comme la génomique, la transcriptomique, l'épigénétique. Donc, toutes les techniques qui vont être importantes. Donc, à ce moment-là, encore une fois, les résultats d'une analyse ne sont pas seulement transmis au prochain groupe de recherche qui pourrait s'en saisir et approfondir ou faire des corrélations. Évidemment, les patients sont à différents stades de maladie et parce qu'on est souvent chez les adultes dans une population vieillissante, ben, il n'y a personne qui a juste l'encéphalomyélite myalgique. Vous allez avoir l'encéphalomyélite myalgique plus d'autres petits bobos. Ça peut être l'arthrose, ça peut être l'arthrite rhumatoïde, ça peut être un cancer, ça peut être d'autres complications. Donc, ces autres complications-là vont pouvoir interférer ou masquer un peu les signaux qu'on voudrait capturer pour savoir quels sont les signaux qui sont à la source de l'encéphalomyélite myalgique. Mais de notre côté, c'est ça la vie. Il faut être pragmatique. Les gens ont ces petits bobos-là. Donc, comment je peux les comparer? Évidemment, je peux me lancer à les comparer avec des gens qui ont seulement l'arthrose.
Encore faut-il qu'il y ait seulement l'arthrose, ou des gens qui ont seulement un cancer du sein ou un cancer prostate. Et vous imaginez le genre d'étude où tous mes contrôles, mes groupes contrôles seraient des autres maladies. Ce n'est pas impossible, mais c'est une question qui est surtout financière. Donc, il faut être faut être à la fois lucide et pragmatique dans les approches qu'on veut faire. Les différents stades aussi de la maladie, c'est important. Vous savez que l'étude intramuros au NIH, par exemple, recrute que des patients qui ont moins que 5 ans de maladie. Vous avez 5 ans et plus, vous ne pouvez pas être testé au NIH. C'est leur choix. Parce qu'ils prétendent qu'ils peuvent voir les premiers événements moléculaires post-infection probablement, ou des gens qui seraient déjà encore en infection, si on assume que la contribution d'une infection virale ou bactérienne est un élément prédominant dans l'étiologie de la maladie. Donc, ça se défend. OK? Et c'est bien qu'un groupe essaie ce genre de stratégie-là. Mais encore là, comment cette stratégie-là va être matchée ou va amener de l'information à d'autres stratégies qu'on peut faire. Donc, on peut créer des zones, des articles où ça va être difficile de faire les corrélations. Au même titre, si quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est malade, bien, on ne cherchera pas des traces de virus. Ça se peut qu'on n'en voit pas. Donc, différentes stratégies pour essayer de décoder la maladie sont tous plus ou moins valables, mais il faut trouver les bons arguments. Même chose sur l'influence des hormones sexuelles. Pourquoi les femmes sont plus atteintes que les hommes? Et ça va changer au cours du temps. Avec la ménopause aussi, il va y avoir des changements hormonaux. Donc, c'est quoi l'influence de ces changements-là dans l'évolution de l'encéphalomyélite myalgique? Même chose sur les facteurs environnementaux déclencheurs, que ce soit des virus, des bactéries, produits chimiques, le stress. Donc, il y a des gens qui tombent malades, qui développent l'encéphalomyélite par un effort soutenu à un moment donné, exemple un après-midi de ski où ils ont fait un effort plus que d'habitude et tout d'un coup, oups, cette fatigue-là persistante va s'installer pour plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et les gens vont développer l'encéphalite. Donc, il n'y a pas eu d'exposition virale du mieux qu'on puisse le retracer. Donc, il y a différents agents stresseurs et il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Est-ce que c'est une accumulation? Ça, c'est plus difficile. C'est comme une enquête de police. Qui vous avez fréquenté? À quelle heure vous étiez à tel endroit? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, on n'a pas de machine à remonter dans le temps. On peut suivre les traces. Il y a des stratégies, il y a des méthodes qui nous permettent de voir ça, mais ça peut être plus difficile. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui dans les causes, évidemment, c'est que la plupart des gens vont avoir une phase en santé. Et il va y avoir une phase d'initiation. Et on soupçonne notamment pour les formes les plus sévères qu'il y a une prédisposition génétique. Donc, non seulement les gens ont eu une rencontre avec de méchantes bébites, et cette réponse-là a été aggravée ou exagérée parce que leur défense immunitaire était amoindrie, parce que la réponse de cette défense-là, que ce soit un ensemble de gènes, ont fait qu'on pouvait avoir une infection qui est plus persistante, plus chronique et qui a amené le début de la maladie. Ce qu'on sait aussi, puisque ça prend certains facteurs environnementaux, c'est qu'on a une forte contribution de l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, ce sont l'ensemble des facteurs externes qui vont venir modifier votre génétique. Ces modifications-là peuvent être transitoires, mais peuvent être aussi permanentes. Donc, un choc traumatique, par exemple, peut entraîner des changements sur la méthylation de votre génome à certains endroits et qui vont altérer l'expression de certains gènes. Donc, même chose pour les infections virales ou l'exposition chronique à certains facteurs environnementaux. Donc, évidemment, si vous êtes exposé au mercure, à l'arsenic, on sait que ce n'est pas bon pour la santé, mais encore là, des fois, ce n'est pas nécessairement détectable. Donc, c'est pour ça que la flèche ici est beaucoup plus importante. Donc, on pense que dans la grande majorité des cas, on va avoir davantage une influence épigénétique sur le déclenchement de la maladie, sa progression. Dans peu de cas, on a des individus qui vont avoir une rémission partielle ou complète. Ça arrive surtout sur des ados, à un moment donné, qui ont eu peut-être cette possibilité-là d'avoir de rémission. Ça serait excitant d'étudier des patients qui ont eu cette rémission-là. Encore faut-il, est-ce qu'ils avaient vraiment l'encéphalomyélite avant, puis de capturer après combien de temps qu'on peut qualifier quelqu'un qui a une rémission? Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans?
Donc, encore là, c'est une population importante, mais plus difficile. Aux facteurs environnementaux, j'ajoute tout ce qui va être les comorbidités, donc les autres maladies à laquelle les gens vont développer au cours du vieillissement, que ce soit de l'arthrite, des problèmes cardiovasculaires, l'élévation du cholestérol, le diabète. Donc, toute autre situation de maladie chronique, évidemment, vont complexifier. Donc, ça va compliquer votre encéphalomyélite myalgique et probablement que votre encéphalomyélite myalgique va aussi complexifier ces autres maladies chroniques-là. Donc, ce n'est pas à négliger. Et ça va nous amener à une phase de progression. Donc, autant que certains individus vont avoir une maladie qui va être grave, mais qui va persister et évoluer, disons, raisonnablement dans le temps. Il y a d'autres individus qui vont évoluer très rapidement. Ça veut dire que je suis malade, mais je suis encore capable d'avoir quelques activités professionnelles. Je ne suis plus capable de garder mon emploi. Je peux aller à l'extérieur à quelques heures où je suis lié ou obligé de rester à la maison et éventuellement de rester à ma chambre et d'être complètement couché quasiment 24 heures sur 24. Donc, cette phase de progression-là, on ne la connaît pas bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gènes qui vont influencer cette réponse-là ou d'autres facteurs environnementaux différents qui vont venir accentuer cette progression-là? Ce que je viens de décrire ici, c'est vrai pour la plupart des maladies chroniques. Donc, ce n'est pas nécessairement spécifique pour l'encéphalomyélite. L'avantage qu'on pourrait avoir dans l'encéphalomyélite, c'est qu'on sait que ces facteurs environnementaux-là sont documentés. On est capable de prouver leur influence sur l'évolution de la maladie. D'un point de vue technologique, dans les défis, outre les coûts, c'est qu'est-ce que je vais étudier? Donc, le graphique ici vous montre différentes approches omiques. Donc, on parle de la génomique, donc c'est l'étude au niveau des gènes. On a 22 000 gènes environ. La transcriptomique, c'est quand ces gènes-là sont décodés en ARN messager pour éventuellement aller produire des protéines. Donc là, on a 150 000 transcrits. Donc là, vous me dites comment on peut avoir plus de transcrits que de gènes. Bien, ces gènes-là ont différents points de départ. Donc, le même gène qui me sert de blueprint, hein, de plan de base, bien, si je commence à un endroit où je commence un peu plus reculé, je vais avoir un transcrit qui va être différent, qui va me rajouter peut-être des acides aminés de plus, donc qui va me donner des propriétés différentes. Ces gènes-là sont aussi modifiés. On va parler d'épissage. Donc, dans certains cas, je vais avoir des éléments de plus dans le gène qui vont faire que ma protéine va être différente. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs transcrits. Certains sont à partir du même gène. Pour compliquer la chose, c'est au niveau protéomique. Donc, lorsque je vais décoder ces transcrits-là pour fournir des protéines, là, on parle qu'on a environ 1 million de protéines. Mais dans certains cas, c'est la même ou les mêmes protéines, mais qu'on va avoir modifiées. On va rajouter un groupement phosphate, un regroupement méthyle, une ubiquitine. Donc, le fait de modifier, de rajouter des modifications chimiques sur ces protéines-là, vont leur donner de nouvelles propriétés. Donc, une protéine qui devait aller dans le noyau, elle n'y va plus, elle reste dans le cytosol. Bien, si elle est dans le cytosol, bien, elle ne fait pas son rôle dans le noyau. Donc, une protéine qui devrait être dans le noyau, si elle s'accumule ailleurs, elle peut faire du dommage. Donc c'est ça qu'on veut étudier. Et par la suite, ces protéines-là vont être métabolisées et on va parler de métabolomique. Donc, à la fin, ce sont les plus petits constituants du corps humain, donc les acides aminés, certains sucres, donc certaines autres molécules qui vont former à peu près 2500 métabolites. Donc, on peut étudier. Si je vous mets ça dans un autre contexte de comprendre la maladie, donc vous voyez que plus je vais ici, plus je m'en vais dans la complexité et la maturité technologique est ici. Donc, ici, au niveau génomique, c'est comme une promesse. Si je découvre une mutation chez vous, et d'ailleurs, vous êtes, et nous sommes tous des mutants, donc on a déjà ce qu'on appelle des variants privés, même des mutations graves qui interrompent un gène, on a tous ça dans notre corps. Mais on ne développe pas une maladie mortelle pour autant parce qu'on a d'autres gènes de la même famille qui prennent la relève ou des gènes qui vont aller compenser parce qu'on va produire plus pour compenser l'absence. Donc, on a tous ces variants privés-là. Donc, c'est là qu'il devient compliqué de faire la corrélation entre la présence d'une mutation ou d'un variant et le développement de la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on
on traduit en anglais « what could happen », donc quelle est la promesse, qu'est-ce qui peut arriver. Au niveau de ce qui arrive, c'est ce que je traduis, ce que je vais produire. Donc, évidemment, si je n'ai pas de transcrit, ça veut dire que ma mutation doit créer une certaine instabilité que je ne pourrai jamais produire une protéine. Donc, la protéine, c'est vraiment ça. Si j'ai une protéine qui devient anormale, soit quand elle est en trop grande quantité, en trop faible quantité, ou elle est coupée, elle est modifiée d'une façon ou d'une autre, donc c'est ça qui cause la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'intéresser vraiment au produit final, qui est la protéine. Et le métabolite peut aussi causer la maladie s'il s'accumule à un mauvais endroit, parce que certains métabolites sont toxiques pour les cellules, pour l'organisme. Mais ça peut être aussi la conséquence de la maladie. Donc, on a comme un genre de crescendo ici où on voit que la variation va aussi influencer les décisions de nos choix. Et en bas, vous avez différentes représentations de comment on étudie ces changements-là, jusqu'à la production de modèles animaux qui deviennent essentiels pour comprendre la maladie. Si je pense qu'un gène est important, si je l'interromps, par exemple, bien, ça devrait donner une mutation chez la souris ou chez le poisson zèbre. S'il ne se passe rien, ça peut me confirmer que j'ai peut-être d'autres gènes de la même famille dans cette espèce-là, mais pas nécessairement chez l'humain, qui vont compenser. Donc, encore une fois, ce qui se passe chez la souris ou chez le poisson, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe chez l'humain. Donc, il faut faire attention. Un bel exemple des technologies, donc, c'est le même schéma, les gènes, l'ARN messager qui va être décodé, va produire des protéines, les métabolites. Et pour compliquer ça, c'est nos cellules à nous, mais on porte aussi en nous ce qu'on appelle le microbiome. Donc, ça, c'est l'ensemble des bactéries, par exemple, dans votre intestin. Mais le microbiome, ce n'est pas juste intestinal, c'est aussi au niveau nasal, au niveau oral, au niveau d'autres fluides, comme par exemple au niveau vaginal chez la femme. Donc, ces micro-organismes-là vont aussi influencer et participer à l'utilisation de certains métabolites. Donc, vont avoir une influence et cette influence-là va être croisée avec l'environnement. Donc, il va y avoir d'autres métabolites qui, eux, vont avoir une influence sur la réponse ou la production de métabolites. Pourquoi je dois étudier l'ensemble? L'exemple que je vous donne, c'est la chenille et le papillon. Donc, tout le monde sait que la chenille va donner lieu au papillon. J'espère que je ne vous apprends rien. Je pense qu'aujourd'hui, on monte ça en maternelle. En tout cas, on ne doit pas loin de la maternelle. Avec ça, on passe partout, c'est ça. Donc, vous voyez pourquoi je travaille dans un hôpital pédiatrique en passant. Donc, ici, c'est que si je devais isoler l'ADN génomique, donc l'ADN de la chenille et l'ADN qui a donné lieu au papillon, donc la même chenille, je pouvais faire ça en même temps. Les deux ADN seraient pareils. Je ne serais pas capable à l'aveugle de dire qui est maintenant une chenille ou qui est un papillon parce qu'ils ont le même ADN. Mais l'ADN qui a donné lieu au papillon, c'est qui a été modifié par l'environnement. Hein? Quand la chenille s'est mise dans une chrysalide en fonction de la lumière, l'intensité, la chaleur, ces éléments-là, des facteurs environnementaux, ont joué sur l'épigénétique de la chenille et qui a permis de transformer cette chenille-là en papillon. Donc, je ne peux pas juste utiliser la génomique puisque la génomique ne m'indique pas de ce qui va se passer, alors que l'épigénétique, donc l'influence gène-environnement, a donné lieu à ce beau, magnifique papillon-là. Donc, c'est très fort l'épigénétique et c'est ce qu'on pense, ce qui se passe dans l'encéphalomyélite myalgique. Donc, je ne veux pas dire que vous êtes tous des beaux papillons, mais si vous le pensez cet après-midi, ça me fait plaisir. C'est mieux qu'une chenille, effectivement. Donc, le challenge, c'est qu'on peut pas, on n'est pas des Jedi dans chacune de ces techniques-là. Donc, encore une fois, on peut être bon en épigénome, on peut être bon en génome, on peut être bon dans protéome, transcriptome, microbiome, métabolome, mais en autant qu'on soit bon dans au moins une discipline qui est pertinente, c'est déjà un pas de plus. Toutes ces disciplines-là vont générer des milliards, si ce n'est pas des trilliards de données. Comment je les intègre? Comment je vais pouvoir à la fois chercher les données qui sont pertinentes pour les patients versus les sujets contrôle et déterminer ce qu'on va appeler des signatures moléculaires qui vont être associées à la maladie ou plus spécifiquement certains des éléments, symptômes clés de la maladie. Donc, évidemment, si vous avez une signature moléculaire qui est simplement associée à la douleur,
ça se peut que toutes les maladies qui ont de la douleur, j'ai des recoupements. Donc, ça ne sera peut-être pas spécifique pour l'encéphalomyélite, mais au moins, cette composante-là, je pourrais peut-être l'expliquer en tout ou en partie. Par contre, il y a des éléments comme le malaise après effort qui est très spécifique à l'encéphalomyélite myalgique. Ça m'intéresse. Donc, où on doit doser nos efforts pour essayer de trouver des éléments qui sont beaucoup plus forts et pertinents pour l'encéphalomyélite, c'est là qu'il y a un effort important à faire. Et encore une fois, on peut trouver autant de gènes, de variants, de molécules comme biomarqueurs. Est-ce que je peux les modifier? C'est bien que je vous dise, voici votre catalogue d'anomalies. Wow! Puis votre voisin a un autre catalogue d'anomalies. Wow! Ça matche vos symptômes, vous comprenez. Votre deuxième question qui va venir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment je peux améliorer votre sort? C'est là que c'est important de pouvoir trouver des cibles thérapeutiques. Est-ce que je peux changer, surtout au niveau épigénétique, parce qu'il y a des médications, parce qu'il y a des éléments où on peut peut-être, dans certains cas, renverser ça. D'où l'importance de bien spécifier la signature ou les signatures moléculaires qu'on va vouloir suivre. Parce qu'après ça, on peut attacher certaines drogues qui sont peut-être capables de le faire. Mais si je suis mélangé ici, ce n'est pas clair, ça va être très difficile de pouvoir aller identifier les médications qui pourraient être prometteuses et qu'on pourrait tester. Par où on commence? Donc, évidemment, vous avez tout ce que l'exposome ou l'environome, donc tout ce qu'on reçoit comme information et exposition au cours d'une vie. Donc, vous avez l'effet cumulatif comme l'effet aigu qui va avoir différentes réponses et après ça, on va pouvoir le mettre dans ces approches multiomiques, tant au niveau du génome, de l'épigénome, du transcriptome, du protéome, du métabolome. On pourrait rajouter aussi le microbiome là-dessus. Donc, par où on commence? Donc, on s'est attardé surtout dans ces trois aspects-là ici, parce que c'est l'expertise de mon laboratoire, donc dans le génome, l'épigénome et le transcriptome. Et on a récemment eu des collaborations avec des champions du métabolome et du protéome, donc qui vont venir pour la première fois consolider notre expertise et amener une intégration plus complète. Je pense que le futur, c'est ça. Et un des bons exemples, c'est ce que le Dr. Ron Davis fait à Stanford, où il s'entoure des meilleurs dans chacun des domaines pour qu'on puisse éventuellement développer un langage commun et partager ouvertement nos données. C'est la cohorte du Québec, donc je ne vais pas aller en détail dans les chiffres, mais pour vous dire qu'on prend grand soin de prendre les informations et un des challenges qu'on a, c'est d'avoir des sujets sains à parier. Donc, c'est très difficile d'avoir des gens qui veulent donner du temps, surtout lorsqu'on fait un test provoqué, donc de pouvoir les recruter. Hein? Si je vous demande de convaincre votre beau-frère, votre belle-sœur, de passer 3 heures avec nous, parce que le test dure 1h30. Pour ceux qui ont déjà passé le test, le temps qu'on explique le consentement, le protocole, une autre demi-heure. Donc, au minimum 2 heures, ce n'est pas tout le monde qui a 2 heures à donner. Tantôt, je vous ai dit qu'on va y réussir parce qu'on a tous des donateurs parmi nous. Et ça, ce n'est pas ici les dollars que j'ai besoin, c'est du temps que j'ai besoin de gens en santé que vous connaissez, qui pourraient vous faire confiance, que vous pourriez être des influenceurs pour augmenter les sujets contrôle. Donc, nous, on n'est pas si mal ici au Québec. Je vous le dis, on a eu beaucoup de succès, mais plusieurs groupes dans le monde ont beaucoup de difficultés d'avoir des bonnes personnes pour le groupe d'âge. On ne peut pas comparer des adultes avec des enfants ou vice-versa. Donc, c'est important d'avoir des gens de bon groupe d'âge. Augmenter les hommes aussi, c'est important, même si c'est une maladie qui touche jusqu'à 60% des femmes, parce que certains hommes, lorsqu'ils font la maladie, ils font d'aplomb, très solide. Donc, il faut capturer les hommes, et souvent les hommes ne sont pas toujours disponibles ou vont se dire je ne veux pas participer pour différentes raisons d'hommes. OK? Alors que les femmes sont beaucoup plus volontaires et prêtes à vouloir participer pour aller chercher une solution. Donc, on encourage fortement les hommes et j'ose espérer que vous allez me soutenir à ce niveau-là. Donc, pour faire une histoire courte, on a à peu près, aujourd'hui, à peu près 200 thèmes qui participent au projet.
On est en train de les réinviter à participer pour une deuxième fois, puis probablement qu'il va y avoir une troisième fois, donc de documenter dans le temps s'il y a des changements. On va aussi leur proposer des nouvelles technologies. Je vais vous donner dans quelques minutes un exemple de nouvelles technologies pour amener plus d'informations. Par contre, c'est important que lorsque les gens participent, bien, ils complètent aussi l'ensemble des facteurs. Donc, on a 3 questionnaires. Donc, ça, on a eu un peu plus de misère à avoir la complétion des questionnaires parce que ça demande beaucoup de difficultés, surtout le DSQ qui est très long. Donc, les gens tombent souvent en mental fog avec le questionnaire. Nos infirmières ont essayé de développer des stratégies pour les contacter, pour le faire via téléphone, pour les assister. On sait que ce n'est pas facile. OK? C'est beaucoup de vous demander, mais sans vous, on ne peut pas y réussir. C'est impossible. Donc, ça, c'est un challenge pas juste pour mon équipe. À Stanford aussi, ils ont moins de bons taux de succès que nous dans la complétion là-dessus. Puis, on est probablement une des équipes qui a la plus grosse cohorte au monde. Donc, au-delà de 200 individus. Donc, c'est très encourageant, mais c'est très demandant pour nous tous. Oui? On va, dans certains cas, à domicile. Des fois, on a le conjoint pas atteint et la conjointe atteinte. Donc, ça, c'est facile. On fait les deux en même temps. Évidemment, on a certaines limites. Si vous avez un groupe d'amis qui reste à cette île, on n'ira pas. Mais si c'est à Montréal, dans certains cas, on peut faire les deux. Okay? Les gens peuvent se déplacer parce que là, on fait des efforts extra pour augmenter le nombre de sujets simples. On a 2 machines qu'on peut faire en même temps. Okay? Éventuellement, on va augmenter le nombre, mais ce n'est pas une question de machine, c'est une question aussi d'infirmière qui vient avec ça. Puis là, je multiplie les coûts pour être capable de le faire. Donc, je vous dirais que déjà à 200, si on continue à caractériser les individus puis qu'on monte nos contrôles à 200, j'ai techniquement pas besoin d'avoir 2000 individus. 200 individus bien caractérisés avec tous les sous-groupes versus si je les apparie avec 200 sujets sains, autant hommes et femmes, je pense qu'on va être dans une situation exceptionnelle pour vraiment décoder l'encéphalomyélite. Okay? Donc, ce n'est pas juste une question de jusqu'à combien on veut se rendre. Un jeune chercheur vous dirait 20 000, mais il ne sait pas combien ça coûte. Moi, je sais combien ça coûte. On ne peut pas se faire permettre de 20 000 individus. Au niveau de l'épigénome, donc l'épigénome, c'est votre génome, mais qui va être modifié par des petites modifications chimiques. Donc, il y a 3 catégories. Il y a la méthylation de l'ADN. Donc, il y a des petites étoiles ici, c'est les résidus cytosine qui vont être méthylés. Donc, le ME, c'est pour les groupements méthyle. Et il y a des régions qui sont très riches et qui sont souvent en avant des gènes. Et lorsqu'on les méthyle, l'ADN devient très, très, très compressé sur lui-même. Il se referme et là, on ne peut plus le décoder. Donc, les gènes qui sont sous hyperméthylation, ils ne s'expriment plus. À l'inverse, je vais avoir des gènes qui vont être déméthylés. Ces gènes-là, on va voir qu'ils vont être augmentés. Donc parce que l'ADN va être plus relaxé. On a d'autres modifications au niveau des histones. Donc, les histones, c'est ce qui permet le surenroulement au niveau du génome, parce que l'ADN, il ne flotte pas lousse comme ça, parce que sinon, il se ferait dégrader trop facilement. Donc, en le surenroulant, on le protège, mais le fait que si on le surenroule trop, c'est la même chose, on ne donne pas accès à la machinerie qui va venir décoder ça. Donc, encore une fois, les modifications des histones est un autre mécanisme. Et le troisième mécanisme est un mécanisme qui implique les micro-ARN. Ces micro-ARN vont aller aussi jouer sur le niveau d'expression des gènes, donc ils deviennent indifférents. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça, de l'épigénome? C'est parce qu'à différents moments de la vie, il y a différents gènes qui sont nécessaires. Donc, chaque cellule a tout le génome, a toute l'information. Mais si je veux faire une cellule de peau, il ne faudrait pas qu'elle se transforme en une cellule cardiaque. À l'inverse, si mes cardiomyocytes, qui sont des cellules spécialisées du cœur, je ne voudrais pas qu'ils commencent à produire des os. On serait mal pris. Donc, je dois contrôler quels gènes vont être exprimés, puis à quel moment. Puis dans le développement fœtal, évidemment, j'ai besoin de beaucoup de gènes qui bougent ensemble parce que là, je me développe rapidement comme fœtus. Et à l'inverse, quand je viens de naître et je me développe, bien là, je ralentis la machinerie. Donc, toute cette orchestration-là implique l'épigénétique
Et ces cellules-là vont être constamment à l'écoute des signaux qui vont permettre de changer leur tâche. Donc, c'est pour ça que même si toutes les cellules ont la même information génétique, tous les gènes ne vont pas s'exprimer. Donc, on va recevoir des signaux, et les cellules vont savoir « Oh, moi, je suis rendu une cellule de peau maintenant. » OK, bien, ça veut dire que tous les gènes pour former des os, je les éteins. À l'inverse, un os ne voudrait pas avoir de la peau, il a besoin d'autres protéines, donc il va répondre à ces signaux-là. Et ces signaux-là vont venir de l'intérieur des cellules voisines. Donc, les interactions cellule-cellule vont avoir une influence, mais aussi de l'environnement. Donc, vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on est infecté par un virus, bien, le virus va venir chambarder aussi l'épigénome et parce qu'il va vouloir prendre le contrôle de la machinerie cellulaire pour ses propres besoins. Pour les micro-ARN, ce sont des petites molécules qui sont camouflées dans le génome et qui vont s'exprimer des fois en même temps que certains gènes sont activés. Et lorsqu'ils sont produits, ces petits micro-ARN-là vont se lier à l'ARN messager. Donc, ce qu'on voit ici, ça a l'air comme deux peignes qu'on met ensemble. Donc, cet appariement-là, il est très solide. Et lorsqu'ils s'associent ensemble, il y a deux événements. Je ne peux pas rentrer mon ARN messager dans la machinerie qui va décoder ça, donc qu'on appelle les ribosomes. Donc, je ne suis pas capable de produire des protéines. Et souvent, le seul fait de s'associer ensemble envoie un signal à la cellule disant « c'est quelque chose de pas bon, on va dégrader tout de suite l'ARN messager ». Donc, on voit une diminution des gènes. Un seul micro-RNA peut aller cibler jusqu'à 200 gènes différents. Donc, ils sont petits, là, mais ils sont très forts. Et un même gène peut être ciblé par différents micro-ARN. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à bout de queue, lorsque ça se lie, je peux avoir plusieurs sites répétitifs. Donc, évidemment, si j'ai plusieurs sites répétitifs pour un même micro-ARN ou pour différents micro-ARN, je m'expose à un risque d'être dégradé plus rapidement parce que je peux être la cible de plusieurs attaques. Si j'ai des mutations ici, je peux changer. Donc, quelqu'un peut avoir beaucoup de micro-ARN, mais on ne verra pas l'effet sur ce gène-là parce qu'il y a une variation qui empêche cette association-là. Donc, non seulement on peut mesurer les micro-ARN, mais il faut aussi, dans certains cas, tenir compte des variations génétiques. Donc, juste pour vous montrer comment c'est compliqué. Donc, on a mis de l'avant des travaux, surtout sur les micro-ARN circulants, parce qu'on pense que ce sont les micro-ARN, donc au niveau de l'épigénome ou de l'épigénétique, qui vont avoir un rôle qui va moduler les fonctions immunitaires, le métabolisme énergétique et la réponse au stress physiologique. Donc, on pense que c'est vraiment le chaînon manquant entre ces facteurs environnementaux, des prédispositions génétiques et les différences phénotypiques. Alors, phénotypique, c'est pourquoi madame a XY symptômes, monsieur a d'autres symptômes. Vous êtes tous les deux malades depuis 10 ans, mais vous n'avez pas exactement ce qu'on va appeler le même phénotype ou les mêmes caractéristiques. Donc, on veut identifier les micro-ARN qui sont davantage à la maladie, de voir si on peut les associer à certains stades de la maladie ou à certains symptômes plus invalidants, comme le malaise après effort, la tachycardie posturelle et d'autres. Et ça va nous permettre de comprendre l'étiologie de la maladie et d'en déterminer les mécanismes moléculaires, épigénétiques et génétiques, dans le but, évidemment, de trouver des cibles thérapeutiques pour changer et éliminer ces symptômes. Donc, on a développé, et je me répète, mais c'est grâce à un conseil d'un patient, Christian, qui m'a dit dès le départ que si je devais développer un test, il faudrait que je mette l'emphase sur le malaise après effort, parce que c'est un des symptômes cardinaux handicapants de la maladie. Donc, j'ai dit, OK, comment je peux faire ça? Donc, il faut que je crée un certain stress d'une façon répétitive, reproductible et, dans la mesure du possible, sécuritaire. Donc, on a développé un stress test avec un brassard avec un appareil, vous avez l'appareil ici, qui est homologué par Santé Canada, qui applique un massage thérapeutique. Donc, l'appareil se gonfle à une petite fréquence et applique jusqu'à 4 PSI de pression. Donc, pour vous dire, c'est-tu beaucoup, c'est pas beaucoup. Quand on prend votre pression artérielle chez le médecin pour écraser complètement votre artère, c'est 30 PSI. Ça fait mal. Hein, quand on applique au maximum,
Alors ici, on parle de 4 PSI. C'est vraiment un appareil qui, chez monsieur, madame, tout le monde, va donner un massage thérapeutique. Chez quelqu'un qui souffre d'encéphalomyélite myalgique, c'est suffisant de créer un malaise après effort. Je vais vous montrer des résultats. On a un exemple ici en orangé un patient et en bleu un sujet sain. Donc ici, vous êtes parmi les premiers au monde à voir le résultat d'un essai qu'on a fait avec la veste ExoSkin. Donc la veste ExoSkin, c'est la veste qu'on a envoyée dans la station spatiale par la compagnie ExoSkin, qui est une compagnie montréalaise, et qui a des différents sensors qui mesurent le rythme cardiaque, la respiration, combien de fois vous bougez, combien de fois vous levez. Donc, il y a plusieurs paramètres physiologiques intéressants qu'on peut mesurer. Donc, ici, on l'a combiné dans cet essai-là. Évidemment, vous ne serez pas surpris de voir que la patiente ici, EM, a vraiment un rythme cardiaque plus fort, notamment pendant le test. Hein, on voit que ça s'élève pendant le test par rapport au sujet contrôle. Évidemment, le sujet contrôle, même pour monsieur, madame, tout le monde, et même si nos infirmières sont mignonnes et très professionnelles, ça peut être stressant. Donc, on le voit même chez des gens normaux que le stress test crée même un petit stress. La grosse différence, c'est que monsieur, madame, tout le monde, après le test, et merci beaucoup, ils s'en vont, ils sont capables de travailler, ils rencontrent une belle histoire au souper avec leur famille. La personne EM, elle crache. Donc, ça amène quelque chose. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend une prise de sang avant le test et à 30, 60 et 90 minutes pour prendre différents facteurs. Et jusqu'à maintenant, je peux vous dire que presque tout le monde, sauf dans de rares exceptions, ont fait un crash après le test, mais que personne, on n'a pas eu à appeler le 911 pour amener quelqu'un à la clinique. Donc, oui, on crée le malaise après effort. L'avantage de ce test-là, qu'il est portatif, c'est que 85% des gens qu'on teste, on les teste à leur domicile parce qu'ils ne sont pas capables de sortir de la maison. Donc, des gens qui font moins que 3 heures d'activité. Ça, c'est drôlement important. Pourquoi? Parce que ces tests-là, ces gens-là ne participent jamais dans aucune étude. Donc, toutes les études, et prenez les plus grands noms, les gens ne vont pas dans les cliniques, ne sont pas capables de sortir de leur maison. Donc, 85% de nos participants sont des gens qui sont contraints de rester à la maison, de le faire. Et je vous dirais que dans le 15% qui viennent à Sainte-Justine, je dirais peut-être que la moitié qui font l'effort de venir vont cracher juste parce qu'ils vont venir à Sainte-Justine. Ils pourraient rester à la maison aux autres aussi. Donc, on cible vraiment les gens qui sont les plus sévèrement atteints. C'est juste disponible à Montréal pour l'instant, mais on va éventuellement percoler vers Québec. Nos infirmières font certaines grandes distances, là, mais je dirais passer 2 heures, c'est un peu difficile. On va jusqu'à Gatineau, Ottawa, on va à différentes régions. Évidemment, si vous me dites que vous avez une grosse famille avec 8 personnes atteintes, 3 générations, ça se peut qu'on aille passer une semaine chez vous. OK? Ça va nous faire plaisir. OK? Donc, puis il y a toutes sortes de situations particulières. Fait que si vous vous questionnez, est-ce que vous pouvez participer? Première question, mettez pas la distance dans l'équation pour tout de suite. Contactez-moi. Puis je suis très contactable. Vous pouvez demander aux gens de la salle, tous ceux qui m'ont écrit, je réponds habituellement là, dans un horizon de 24 heures, à moins d'être dans une période de demande de fonds où je suis moins contactable à ce moment-là, mais je réponds à tous mes courriels et je réponds à tous mes téléphones. D'ailleurs, ça surprend les gens quand ils appellent, c'est moi qui réponds directement, puis il faut que je m'identifie 2 fois. Oui, je suis bien Dr. Moreau. OK. On essaie de cibler les gens qui sont plus sévèrement atteints pour l'instant. Donc, un exemple de la combinaison pour vous montrer le malaise après effort avec le volet ExoSkin. D'ailleurs, ça va être présenté à Air Canada régional le 14 juin, là, si la date ne change pas. OK? Il va y avoir un reportage sur le web de Radio-Canada aussi, où c'est la première démonstration, je dirais, mondiale de la combinaison de notre stress test avec le veste ExoSkin. Donc, vous voyez, ici, on le fait sur des jumelles identiques.
une atteinte et l'autre pas atteinte. Donc, ça a l'avantage qu'elles partagent la même génomique. Donc, on élimine un élément dans l'équation. Donc, ça simplifie l'équation. Et on voit les changements. Donc, en orangé, c'est la jumelle atteinte. Donc, il y a plus de pics, élévation du rythme cardiaque ici, par rapport à la jumelle non atteinte en bleu. Je vous ai présenté les résultats tantôt pendant le test. Donc, ça, c'est avant le test pour avoir les données de base et après le test. Ce qui est plus intéressant, ce n'est pas tellement la variabilité cardiaque parce qu'on voit qu'elle est toujours plus élevée chez la jumelle atteinte versus la jumelle non atteinte, mais c'est au niveau du sommeil. Donc, la compagnie Exoskin a développé un algorithme qui permet de pouvoir qualifier le sommeil. Donc, ici, pour faire une histoire courte, la phase de sommeil rapide, Rapid High Movement, un REM Sleep, et du double, donc 2 h 8 minutes par rapport à 1 h 46. Donc, c'est ce qui est connu dans la littérature, mais ce qu'on voit ici, ce qui est nouveau ici, c'est qu'en post-stress, le REM diminue un peu, à peu près de 9,4 chez la jumelle non atteinte, et diminue de 30 Donc, une chute très, très, très importante chez la jumelle atteinte. Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire vraiment, mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour l'instant, parce qu'on est à nos débuts, c'est que ça semble être une des manifestations du malaise après effort qui, ici, a une influence sur une des phases du sommeil. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, parce que c'est ce qu'on en comprend pour l'instant. Évidemment, on n'ira pas à guerre avec 2 cas, OK? Mais c'est une démonstration de faisabilité et on a beaucoup appris aussi grâce à la participation de ces 2 personnes-là que je remercie. C'est que sur l'ajustement, sur comment on va durer le phénomène. Donc ici, évidemment, dans un monde naïf, on disait, vous allez porter la veste pendant une semaine avant, pendant 20 heures sur 24, pendant le test, puis une autre semaine après le test. On a eu des commentaires qui ont fait que ce n'était pas aussi facile de porter la veste. Fait qu'on va revenir à un protocole plus simple et ça sera éventuellement disponible cet automne. L'intérêt, c'est, outre la recherche, éventuellement, la veste pourrait être disponible pour les médecins pour suivre des patients à distance, pour voir leur évolution. Exemple, votre médecin, vous avez un POTS, votre médecin vous prescrit une médication, il pourra voir quasiment en temps réel la réponse à la médication, puis vous rappeler après une semaine, dire, viens, il y a quelque chose qui ne va pas, le bêta-bloqueur ne fonctionne pas, ou il y a un élément qui, au lieu d'attendre une prochaine visite dans 6 mois, puis que vous subissez quelque chose qui va aggraver vos symptômes. Donc, on compte là-dessus éventuellement pour être un outil à la disposition des cliniciens et les gens n'ont pas besoin d'être proches d'un grand centre. Donc, quelqu'un en Gaspésie pourrait avoir la veste et être suivi par quelqu'un de Québec, par exemple, le médecin. Donc, on est dans l'ère de la télémédecine avec des outils plus performants éventuellement. Ce n'est pas demain matin qu'on va commencer. C'est la recherche qui va amener cet effet-là, mais c'est une opportunité qu'on devra saisir. Oui? Ici, les sujets, je ne me souviens pas exactement, mais on parle de sujets adultes là, autour de la 50aine, dans ces eaux-là. OK? Donc, je ne rentre pas dans le détail technologique de comment on prépare le plasma puis qu'on extrait les micro-ARN. Ce sont des méthodes usuelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on a fait le test initialement, donc sur des biopuces, on avait à peu près un peu plus que 2500 micro-ARN candidats matures. Et sur les 2500, on était capable d'en identifier 32. Donc, l'idée ici, ce n'est pas d'utiliser toutes les micro-ARN qui existent sur la planète, mais de dire quels sont les plus pertinents. Donc, sur les 32, on est à l'étape d'en valider notre 16e ou notre 17e. À la fin de la journée, le test ne va pas impliquer nécessairement les 32, mais prendre les meilleurs, les plus robustes, qui vont nous donner l'information. Donc, ce qu'on sait, c'est que les personnes atteintes d'encéphalo vont avoir une empreinte moléculaire distincte quand on mesure les micro-ARN au repos et après le test. Et un des avantages qu'on a ici, c'est que l'individu testé sert de contrôle aussi. Donc, même si ça fait 20 ans que vous avez l'encéphalomyélite myalgique, même si vous prenez 9 médications, on ne change rien. Vous êtes votre propre contrôle entre le stress qu'on applique sur vous, qui est le même pour tout le monde, et comment vous étiez au départ. Donc, même le contrôle simple, parce qu'on les fait sur les contrôles, c'est la même chose.
Donc, quand je vous parlais d'un essai pragmatique, c'est qu'on vous prend comme vous êtes, avec tout ce qui vient. Donc, si vous avez EM, fibromyalgie ou arthrose, au départ, on sait ce que vous êtes, on vous applique le stress, on sait comment vous répondez, et c'est le différentiel qui nous permet de vous stratifier dans un sous-groupe donné, puis on essaie de comprendre si vous êtes appareillé, vous avez d'autres individus qui vous ressemblent, pourquoi vous êtes là, sur la base des symptômes EM ou sur la base de symptômes de d'autres comorbidités. Donc ça, c'est un gros avantage que si je prenais des gens des EM et que j'éliminais tous ceux qui ont de l'arthrose, j'éliminais tous ceux qui ont un cancer, j'éliminais tous ceux qui ont eu d'autres trucs. Après ça, je prends des sujets sains, mais ils n'ont rien. C'est sûr qu'à la fin de la journée, ils sont tellement différents. Mais quand je vais les tester dans la vraie vie, oups, tout le monde devient pareil. Ça ne marche pas. Ça, c'est un des problèmes de la métabolomique. Donc, le biais de sélection, il faut y faire attention. Moi, j'ai décidé de m'attaquer de front à la complexité de la maladie en prenant les gens tels qu'ils sont. On espère, et jusqu'à maintenant, je pense qu'on a fait la bonne stratégie d'avoir quelque chose qui donne de l'information immédiatement. Donc, une des choses qu'on a apprises également, c'est que les biopuces qu'on utilise pour la recherche, c'est super. Très performant. On a une réponse immédiate, rapide. Mais dans la vraie vie, là, si vous allez dans vos laboratoires de diagnostic, que ce soit les Birons de ce monde, LCD, je ne sais pas dans la région de Québec, quelles sont les grandes cliniques, services de diagnostic comme tels, c'est pas ça qu'ils utilisent. Ils utilisent des PCR à temps réel. Donc, on a développé une approche PCR parce qu'on sait qu'un jour, on va vouloir introduire nos tests en diagnostic clinique. Donc, on se rapproche de la réalité. Et dans les tests ici, c'est que plus vous avez une détection précoce, ça veut dire que plus vous avez beaucoup de micro-ARN par rapport à une détection tardive où on en a beaucoup moins. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait les ajustements dès le départ dans la conception des outils qu'on veut faire parce qu'on veut que des gens qui donnent des services diagnostiques puissent les utiliser. Je vais vous présenter quelques résultats de micro-ARN. J'ose espérer, dans les prochaines minutes, vous convaincre de leur pertinence. Donc, évidemment, ils ont tous des beaux petits noms comme MIR, avec un numéro, et 3P ou 5P. Donc, ça, on ne peut rien y faire. Je ne peux pas les appeler Françoise, Roger ou Simon. Si un jour vous voulez leur donner un nom, vous me le direz, on fera une loterie. Mais pour l'instant, on va les garder comme ça, tout le monde dans le monde. Quand je parle du MIR 127-3P, tout le monde sait de quoi je parle. Donc, ce MIR-là est beaucoup plus élevé chez le groupe EM, ou EMI en anglais, par rapport au sujet contrôle. Donc, quand on fait les tests de validation par PCR, vous voyez qu'on teste quand même un grand groupe de patients, 30, 20 ici. Et on les teste également après l'effort, donc après la stimulation de 90 minutes. Ce qu'on a trouvé chez ce micro-ARN, c'est qu'il avait déjà été identifié dans une cohorte EM australienne. Donc déjà, on fait le pont avec ce qui existe déjà. Donc les Australiens et les Québécois, bien, on n'est pas si différents que ça, même si on est à l'opposé sur la planète. Ce MIR-là est important parce qu'il régule un gène qu'on appelle BCL6. Donc, vous avez ici le MIR. Donc, ça ici, c'est une représentation par ordinateur. Donc, on a accès à des outils informatiques qui nous permettent d'identifier les cibles de l'inhibition. Et BCL6 est un inhibiteur de l'interleukine 10 qui, lui, est activé. Ici, on vous donne une publication dans le liquide céphalo-rachidien. Donc, une élévation. Donc, déjà, on a un mécanisme qui nous permet de comprendre, c'est bien de savoir qu'il est plus élevé, mais il fait quoi? Puis est-ce qu'il touche des choses qu'on a déjà mesurées chez les EM? Donc, ici, c'est le cas. Et cette interleukine 10, qui est une cytokine, vous voyez, a un impact sur l'immunité puisqu'elle contrôle différents aspects de l'immunité, dont normalement la fonction des lymphocytes T. Donc, ce n'est pas banal pour une maladie qui a un défaut au niveau du système immunitaire. Donc, on a quelque chose de pertinent. Encore une fois, l'idée ici, ce n'est pas de dire bien, on a la même chose que les Australiens, c'est de dire où on va avec ça. Le MIR 145P, lui, il est intéressant, ça devrait vous intéresser, puisqu'il cible un récepteur membranaire qu'on appelle le CD20. Et ce récepteur-là est la cible du rituximab. Avez-vous déjà entendu parler du rituximab? Hein? Si vous êtes sur la planète EM, tout le monde, vous savez qu'il y a eu des essais cliniques avec le rituximab qui étaient
très prometteur au début en phase 2. Lorsqu'on donne le rituximab a pour effet de faire une déplétion, donc d'éliminer les lymphocytes B. En fait, on l'utilise pour le traitement des lymphomes. Donc, les lymphomes ont une élévation des lymphocytes B, donc super performant. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on prenait cette même approche-là, chez les patients qui recevaient le rituximab, il y avait à peu près le tiers des patients qui étaient d'excellents répondeurs et qui s'amélioraient leur santé. Et il y avait à peu près le 2 tiers des patients qui répondaient pas vraiment. En fait, il y en a 1 tiers qui n'étaient pas de bons répondeurs du tout, puis il y en avait 1 tiers que c'était so-so. Donc, évidemment, l'histoire du rituximab récente fait qu'en phase 3, malheureusement, les gens qui recevaient le placebo avaient des effets aussi bénéfiques, sinon meilleurs, que les gens qui recevaient le rituximab. Donc, case close pour l'instant. Je travaille avec Dr. Flug, OK, son équipe. J'ose espérer d'avoir les échantillons de son essai clinique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le placebo utilisé a peut-être lui-même des effets qu'on pourrait expliquer sur nos micro-ARN. OK? Donc, dans la conception, le choix, même si c'est un placebo, il y a peut-être des placebos qui auraient fait autre chose. Donc, on va tester cette hypothèse-là. Mais d'un côté, répondeur ou non répondeur, vous avez ici, quand je vous présente les EM versus les contrôles, c'est une façon de le faire, mais ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est, vous voyez différentes réponses des patients. Donc, ici, en bleu, ceux qui sont proches, ceux qui sont dans le fond, vous voyez à peu près rien, vous voyez des bâtonnets. Mais faites-moi confiance, donc on a des bâtonnets bleus qui sont au repos et des bâtonnets mauves qui sont après stimulation pour chacun des patients. Donc ici, vous avez ici une trentaine de patients. Donc, vous voyez bien que si je prends le premier patient ici, que j'ai très peu d'expression, tant au repos qu'après stimulation. Ici, j'ai la même chose, au repos, stimulation, ça ne change pas, c'est une forte expression. Mais ici, par exemple, j'ai une très forte expression, donc un facteur 4 au repos, et si je stimule, je perds complètement cette expression-là. À l'inverse, j'ai des patients qui ont une très faible expression au repos et une forte expression ici. Donc, les patients ne se comportent pas d'un point de vue moléculaire de la même chose. OK? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai des gens qui sont plus élevés, moins ils vont voir la cible. Le CD20 va disparaître. Fait que comment on veut que le rituximab ait un effet? Donc, c'est une façon d'expliquer la variation au niveau de la réponse. Même chose ici pour le MIR 150. Ici, on a redécouvert que ce MIR-là, lorsqu'il était très exprimé, donc très élevé, on améliorait la santé mentale. Donc, le score sur le MIF20 était amélioré. On s'est dit, c'est intéressant. Et on s'est rendu compte qu'une étude dans le passé avait utilisé la duloxétine, qui est un inhibiteur pharmacologique, qui cible le transporteur de la norépinéphrine. Et le MIR cible la même chose. Donc, les deux études, faites sur des populations différentes, à un moment donné différent, arrivent à la même conclusion en utilisant le même outil, le même questionnaire, qu'on améliore la santé mentale. Maintenant, est-ce que c'est bon de prendre la duloxétine pour améliorer votre santé mentale? Je vois Kevin qui dit non. Pourquoi? Parce que la petite molécule ici est associée à la tachycardie posturelle. Donc, il y a plusieurs cas où de gens, même des gens qui avaient juste un problème d'anxiété, parce qu'on donne ça pour l'anxiété, se sont développés des tachycardies en réponse à la duloxétine. Donc, encore une fois, ce n'est pas le docteur Moreau qui vous dit de prendre ou de ne pas prendre la duloxétine. Si vous avez de la duloxétine, surtout pour les ados qui ont l'EM, c'est relativement efficace pour gérer leur anxiété. C'est avec votre médecin que vous devez avoir cette discussion-là. Donc, mon point de vue est purement scientifique ici en vous disant que cette molécule-là est aussi associée à un risque ou une possibilité de développer une tachycardie. On ne connaît pas exactement le mécanisme. OK? Ça veut juste dire prudence. On a trouvé un autre MIR qui s'appelle le 374B5P, parce que des fois, il y a des A et des B qui se rajoutent au portrait. Celui-là, il est diminué, c'est les gens qui ont atteint la fibromyalgie. Donc, ça, ici, ce sont des patients de la biobanque Carthagène, une biobanque québécoise. Donc, vous voyez presque pas d'expression. Et vous voyez que les EM, ici, on a une forte expression. Donc, on pense qu'on a un premier outil qui peut distinguer fibromyalgie et EM, qui sont souvent apparentés. Donc, ça devient intéressant parce que personne n'a mis ça de l'avant à ce niveau-là.
Évidemment, on en a beaucoup comme ça. Ici, j'attire votre attention sur le MIR 486-5P parce que normalement, ce MIR-là est élevé chez les athlètes d'endurance. Et on voit qu'après la stimulation, donc le stress test qu'on applique aux patients, on a une très forte expression alors que ça ne bouge pas chez les sujets contrôles. Et on sait que plusieurs anecdotes, lorsqu'on teste à l'aveugle des patients EM, les gens en physiologie vous diraient « Oh, vous venez de courir un marathon ou vous avez fait un Ironman alors que vous étiez chez vous dans une chaise. » C'est intéressant. Donc, vous ne faites rien ou on vous applique un massage et ça vous crée une réponse physiologique qui fait de vous un athlète avec toute la souffrance qui vient avec ça, alors que vous n'avez rien fait. Ça, je vous fais rire aujourd'hui, mais je sais que ce n'est pas drôle pour ceux qui l'ont, mais on voit que ce MIR-là règle différentes choses. Donc, par exemple, ici, au niveau mitochondrial, différentes réponses, ou encore une fois au niveau des lymphocytes, la réponse GABAergique, le transport de certains ions, cations. Donc, on ne sait pas encore pourquoi ça survient, mais ça illustre que vous êtes déjà au top, même en faisant rien. Vous avez l'air d'un athlète, alors que ça prend des athlètes qui vont courir un marathon ou faire un Ironman pour avoir la même réponse que vous. Je vais vous en donner une aujourd'hui si vous voulez. Mais on étudie ça. On a aussi un autre MIR dans ce même sens, qui est le 3623P, où celui-là est encore une fois élevé seulement lorsqu'on fait le test, donc le stress test. Et encore une fois, lui est intéressant parce qu'évidemment, il est plus exprimé normalement chez des athlètes d'endurance, mais a un rôle avec d'autres molécules où, au point de vue métabolomique, on a identifié comme l'acylcarnitine. Donc, c'est important d'avoir de l'acylcarnitine pour brûler les graisses. Aussi un rôle sur la régulation du sommeil. Donc, encore une fois, ce n'est pas un hasard, mais pour chacune des cibles de ce micro-ARN-là, j'augmente le plaisir de les étudier. Donc, je dois trouver une façon rationnelle parce que je ne peux pas me mettre en chasse avec mon équipe pour chacun d'entre elles. Je ne peux pas non plus convaincre tous mes collègues, arrêtez tout, et commencer à étudier chacun des choses. Donc, en discutant avec les collègues, certaines personnes disent, ben, moi, je suis un expert de ce gène-là. Wow, tu viens de me montrer quelque chose que je n'avais pas pensé qu'il pouvait faire. Là, je vais m'intéresser à regarder cet angle-là. Donc, c'est pour ça que la collaboration devient drôlement intéressante et avantageuse. Donc, tout ça pour vous dire que, en regardant la réponse entre 90 minutes de stimulation et au repos, on a pu faire un tableau de regrouper les patients en 5 sous-groupes. Et sans être un expert, je vais essayer de garder ça le plus simple possible, oubliez la formule ici en bas, on voit que les réponses positives sont en bleu et négatives en jaune. Donc, on voit que les patients peuvent facilement se classer dans 5 sous-groupes pour l'instant. Ça va changer dans le temps lorsqu'on aura choisi lorsqu'on aura validé les 32. Mais ces 5 sous-groupes-là nous apparaissent pertinents pour l'instant parce qu'ils vont avoir différents symptômes. Donc ici, donc déjà les comorbidités au départ. Donc on voit par exemple, entre le sous-groupe 1, 2, 3 et 4, j'augmente mon nombre de patients atteints d'encéphalite qui ont des troubles au niveau de la gorge. Donc 33 36 60 puis là je recommence à redescendre. Donc c'est une stratification qui n'est pas complète, qui est encore à valider, qui demande à être raffinée. Mais si je vais déterminer les éléments pourquoi ces patients-là ont davantage de maux au niveau de la gorge persistants, c'est un bon sous-groupe à aller explorer au lieu de regarder tout le monde, puis ça va être dilué. Donc ici, j'ai un enrichissement parce que là, je suis capable de les voir d'un point de vue moléculaire, de les mettre dans différents groupes. Donc pour les gens qui ont des maux de gorge persistants, ça, c'est drôlement important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour eux autres, ça peut être le même mécanisme, mais ici, j'en ai plus. Donc, je vais aller cibler ce groupe-là. Même chose si je regarde qu'est-ce qui se passe après le stress test. Est-ce que mes patients se comportent de la même façon? La réponse est non. Vous voyez différents symptômes qui ont été rapportés à nos infirmières suite au stress test. Donc, vous voyez que quand même, on crée un malaise après effort. Et on voit qu'il y a des sous-groupes où 50% des individus ici, dans le sous-groupe 4, on n'a pas de symptômes. Et le groupe 5 est groupe gagnant ici, qui est probablement parmi les plus sévèrement atteints, parce qu'on a du vertigo, la dizziness, on a du mental fogginess. Donc, c'est le seul sous-groupe qui a ces effets-là au niveau mental, je vous dirais.
par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas gravement atteints aussi. Mais ici, j'ai quelque chose de plus à aller investiguer. Et même chose sur les bases des questionnaires. Donc, vous voyez les 5 sous-groupes. Donc, vous voyez les comportements sur l'activité. Donc, le groupe 1 est celui qui a le moins d'activité, la fatigue générale, ces choses. Donc, on suit ça, sauf que les questionnaires ont quand même leurs limites. Parce que si je vous demande comment vous étiez au cours des 6 derniers mois, c'est difficile à se souvenir, surtout si vous avez des absences mentales, c'est un peu moins précis. Là, c'est tout de suite après le test, lorsque les infirmières vous contactent. Vous avez été gravement malade, vous avez chuté, vous allez vous en souvenir. Okay? Donc, il y a une description plus précise. Et avec la veste ExoSkin, on espère avoir une meilleure documentation. Pour les patients, ici, j'ai un exemple entre le sous-groupe 4 et 5. Donc, on a mesuré différents paramètres biochimiques. Ici, il y a une molécule. Vous souvenez-vous du temps où je vous expliquais la molécule A, B, C? Je ne voulais pas vous donner les noms. Bien là, gâtez-vous parce que je vous donne les vrais noms. OK? Donc, ici, on parle de la thrombospondine 1, qui est un agent anti-angiogénique. Donc, on voit que la différence après 90 minutes versus au repos. Donc, on voit qu'on a une élévation ici. L'élévation la plus forte est pour le groupe 5. Et ici, on a les groupes contrôle. Et vous voyez ici, ça descend l'escalier dans le groupe 4. Donc, le groupe 4 n'a pas d'effet au niveau cognitif ou mental fogginess, alors que le groupe 5 est celui qui atteint le plus. Et c'est là qu'on a le plus d'élévation de la thrombospondine 1. Donc, on pense que la thrombospondine est un agent anti-angiogénique. On va restreindre la taille de la vasculature des petits vaisseaux et des gros vaisseaux. Donc, si je vous mets une pression sur votre carotide, par exemple, parce qu'elle se ratisse, bien, ça se peut que je tombe d'un pomme. Hein? Je vais avoir plus de problèmes parce que je vais affecter mon flot au niveau cérébral. Donc, on pense que c'est un des éléments ici. On sait aussi que si on enlève la thrombospondine chez les souris, donc on peut manipuler ça chez les souris, pas chez les humains, bien, on augmente la capacité de répondre au niveau des exercices. Donc, autrement dit, chez la souris, si j'enlève la thrombospondine, elles sont plus performantes en termes d'exercice. Bien, chez l'humain, si on assume que c'est l'inverse, si j'en ai plus, je vais être probablement moins performant. Et éventuellement, ça affecte ma circulation, ce qu'on ne sait pas encore, ça n'a pas été démontré, mais c'est ce qu'on veut aller investiguer dans une seconde phase. Ça devrait être fort informatif. On a fait des petits tests à la Ron Davis, parce que j'ai une machine qui permet de mesurer différentes réponses cellulaires. Donc, on a une machine qui permet de faire ce qu'on appelle la spectrométrie cellulaire diélectrique. Donc, autrement dit, les petites électrodes dans le fond des puits mesurent la réponse ou la résistance au courant électrique entre les cellules, donc ce qu'on voit ici. Donc, on exerce des courants électriques. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des plasmas de cellules de sujets en santé, des sujets EM et des sujets atteints de scoliose idiopathique. Je continue à travailler sur ce domaine. Et on a mis différentes concentrations. Et ce qu'on voit ici, sur des cellules, des lymphocytes T immortalisés, et on voit qu'on a une élévation de la réponse, donc de la bioimpédance. Donc ici, ce que ça mesure, ici, c'est la résistance en ohms. Donc, c'est un appareil électrique. Donc, s'il y a des électriciens dans la salle, on applique un courant électrique, on mesure la résistance. Rien de fancy, c'est assez direct. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en noir, quand on mesure ça sur différentes concentrations de plasma, ça, c'est des sujets sains. On a deux groupes de patients, donc ici en mauve et en bleu, groupe 5 et groupe 3. Donc, il y a une réponse au-dessus des contrôles et on a 3 groupes OM en bas. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Premier constat, c'est que ces groupes-là sont différents. Ici, c'est une approche de réponse qu'on applique un courant électrique. Donc, je crée un autre stress au niveau des cellules et c'est porté par le plasma. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui circule dans le plasma et c'est ce qu'on veut élucider et que ces sous-groupes-là représentent des réponses différentes par rapport à des sujets sains. On a été plus loin. Donc, ça, je vais présenter ça au NIH. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. On a récemment testé une drogue dont je ne vous donne pas le nom parce qu'on est loin d'avoir validé leur efficacité. Mais vous avez ici des sujets normaux qui sont hyponormaux hyper pour les niveaux circulaires d'homocystéine. Et la même chose chez des sujets EM.
Et on voit qu'on a un comportement un peu différent des courbes. Donc, ici, si je regarde mon hypo en bleu, mon normal en vert, puis l'hyper, donc ils sont vraiment détachés de façon différente et en fonction de la concentration de la drogue utilisée. Ici, j'ai un comportement ici. Donc, encore une fois, ici, je veux être juste prudent en disant c'est peut-être une technologie qui peut être pertinente pour aller tester in vitro certaines molécules qui pourraient être d'intérêt thérapeutique. On a des comportements fort différents entre les EM, les plasmas EM et les plasmas contrôle, mais on ne sait pas encore si ça va vraiment donner une réponse positive, mais c'est une approche qu'on est en train d'évaluer. J'achève bientôt, dans quelques minutes. Je ne sais pas si je dépasse mon temps allègrement, mais toujours est-il que je voudrais vous parler des jumelles. Donc, on a testé des jumelles. Donc, vous avez ici deux couples, donc un couple concordant, les deux jumelles qui sont malades. Ici, une des deux est malade. Et on voit que même les deux jumelles identiques ne sont pas dans le même sous-groupe de micro-ARN. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que l'arbre génétique est le même, ils sont identiques. Mais l'épigénétique, la réponse à l'environnement n'est pas le même. Donc, comme les micro-ARN font le pont, bien, on ne devrait pas être surpris de voir qu'ils ne sont pas dans le même groupe. Et si je regarde les scores qu'ils ont différemment sur les questionnaires de base, ils se comportent aussi différemment au point de vue de la maladie, même s'ils sont identiques. Donc, encore une fois, ça nous confirme qu'on a peut-être une piste. Donc, ce qu'on a mis de l'avant, les micro-ARN, c'est vraiment peut-être la réponse qu'on attendait. Donc, ça, c'est intéressant. Évidemment, on va avoir plus de réponses lorsqu'on aura testé tous nos couples de jumeaux, mais ça, ce sont des jumelles identiques du Québec, donc on peut faire le stress test. C'est un peu difficile pour moi d'envoyer mon équipe en Écosse ou en Espagne pour le faire. Donc, si vous connaissez des jumelles identiques québécois, on aimerait ça qu'ils participent à notre étude parce qu'on a l'avantage qu'on peut faire toute la batterie de tests avec eux. Au niveau épigénétique aussi, donc on a regardé des changements au niveau du méthylome, ou de l'épigénome. Donc ici, on regarde que des changements au niveau de la méthylation. Donc les eucytosines deviennent méthylées. Le CH3, c'est un groupe méthyle. Donc encore une fois, ce que ça veut dire, c'est que quand vous voyez des petits points rouges ici, c'est que ce sont des cytosines méthylées, c'est comme des stops. Donc, on bloque la transcription d'un gène. Donc, ça a un effet très sévère. Et ce qu'on a trouvé chez des couples de jumeaux, ici, on a comparé 3 couples de jumeaux, F4, F7, F11 et F14, 4. Donc, vous voyez ici. Donc, en assuré, c'est la jumelle ou le jumeau qui est malade. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est la valeur bêta. Donc, c'est ça qui nous donne l'indication de la méthylation. Donc, ici, par exemple, on voit que pour 2 endroits sur le génome en proximité du gène SLC1A2, on voit ici qu'il est plus méthylé chez la personne saine, sa jumelle saine, versus la personne atteinte. Ici, c'est les EM. Donc, ici, c'est beaucoup plus méthylé. Donc, 3 fois sur 4, on a une hyperméthylation de ce gène-là. Vous allez vous dire, pourquoi je devrais m'intéresser à ce gène-là? Parce qu'il élimine le glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur. Donc, si on a une mauvaise régulation de ce gène-là, on va avoir plus de glutamate, notamment au niveau du cerveau, et ça va créer des perturbations au niveau de la neurocognition, certainement. Et on a montré chez les souris que le glutamate est impliqué dans la fatigue induite par l'exercice. On ne connaît pas encore le mécanisme. Et que si on est en présence en plus d'hyperhomocysténémie, on va aussi augmenter la capacité de réduire ce glutamate-là au niveau du transporteur qui est GLT1. Donc, encore une fois, ça devient pertinent d'un point de vue de malaise après effort et ça nous indique qu'on devrait mesurer le glutamate circulant probablement ou à tout le moins dans le liquide céphalo-rachidien. Ça pourrait être intéressant chez les gens à ce niveau-là. Au niveau génomique, je vais aller rapidement. On a un exemple d'une famille sur plusieurs générations. Donc, la grand-maman est EM, ses 2 enfants sont EM et tous les petits-enfants sont EM. Si vous connaissez des familles québécoises comme ça, venez me voir. C'est important pour nous. Ça, c'est une famille anglaise qu'on a fait le génome au complet. Le génome, ici, vous voyez que la taille du génome est énorme et on a un variable pour chaque 306 paires de bases. Donc, on doit faire le ménage là-dedans. Et ce qui est arrivé, lorsqu'on les compare, ces patients-là, donc, on avait une famille québécoise déjà avec cette famille. Et on a accès aux données du groupe de Ron Davis à Stanford, qui sont des patients sévèrement atteints. Et on a identifié 3 gènes qu'ils avaient en commun.
Donc, ils ont des variants différents. Certains variants sont en commun dans ces 3 gènes-là. Et ces 3 gènes-là, que vous voyez ici, donc ça, c'est une analyse informatique, régulent le métabolisme du glucose. Donc, c'est très intéressant parce qu'on sait que ce métabolisme-là est atteint chez les EM, en tout cas chez certains EM. Donc, on a peut-être le début d'une explication ici. Et ça devient intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut jouer sur d'autres gènes. Donc, si je ne peux pas modifier ce gène-là, est-ce que je peux trouver quelque chose qui va modifier celui-là, qui pourrait compenser? Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc, ce qu'on va tester, c'est si les niveaux d'expression de ces gènes-là sont changés. Et en regardant chez le groupe de Stanford les traits sévèrement atteints versus le membre de la famille 1 qui est très atteint au Québec, on identifie un plus grand nombre de gènes, donc pas seulement 3, il y en a 8 en tout. Et vous voyez, vous avez déjà tout le rôle au niveau du métabolisme du glucose ici. Puis après ça, on est en lien avec les fonctions mitochondriales ici. Donc c'est encore une fois, ça nous permet de dire sur les 22 000 gènes possibles, maintenant j'en cours 3 à 8. Est-ce qu'il va y avoir d'autres gènes? La réponse est oui, certainement. Mais ça, c'est la façon qu'on a sélectionné nos gènes. Donc, ça nous permet de voir chez des gens sévèrement atteints quels sont les gènes qui sont pertinents et on tombe dans des fonctions métaboliques pertinentes. Donc, ces gènes-là régulent la glycolyse et l'utilisation du glucose, qu'on sait qu'il y a un débalancement déjà, et même chose au niveau de la fonction de la mitochondrie qu'on voit ici. Donc, on pense qu'on a des éléments prometteurs ici à aller explorer. Donc, les prochaines étapes, évidemment, on veut séquencer d'autres gènes chez d'autres patients, notamment des familles, parce que c'est une forme dominante qu'on peut étudier. On veut voir si les variants sont identiques ou s'ils sont différents, quels sont leurs effets. Et donc, il y a des modèles cellulaires qu'on peut faire. On veut intégrer nos données du méthylome et du myrnome. Donc, le myrnome, c'est l'ensemble du vol d'expression de micro-RN. Et identifier des cibles pour lesquelles on pourrait avoir des médicaments qui pourraient interagir et corriger le tout. Finalement, j'aimerais remercier vous tous pour l'ensemble des participants. Sans vous, on ne pourrait pas avoir progressé aussi rapidement. Même chose au niveau de mon équipe de recherche. Et la CHEM en particulier qui nous soutient dans nos efforts entrepris. Donc, vous voyez que l'équipe a quand même grossi. Elle va encore grossir cet automne si on obtient les appuis financiers demandés. Donc, je vous remercie infiniment pour votre patience envers moi et votre support.